Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan Arscovici. Je suis donc le fondateur et CEO de Stackinsat et le co-organisateur de Surfing Bitcoin. Et donc, quel est mon sujet du jour? J'imagine que vous voulez tous le savoir, et notamment monsieur qui posait la question de quels étaient les objectifs du Bitcoin pour la fin de l'année. C'est quand acheter du Bitcoin. Donc je pense que tout le monde dans la salle s'est posé un jour la question. Et j'espère que ma présentation vous permettra de trouver une réponse à cette question. Alors, probablement que pour ceux qui se considèrent comme intermédiaires, voire même peut-être débutants, vous avez probablement eu ces poncifs et ces remarques de personnes qui n'y connaissent rien. Et malheureusement, tous ces éléments de langage sont quand même très fréquents et probablement que vous l'avez encore entendu récemment, et notamment dans les médias traditionnels. Alors, on peut penser que c'est une volonté de nuire ou peut-être une incompétence de leur part. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les médias traditionnels veulent nuire à Bitcoin. Donc là, effectivement, j'ai illustré une opposante, si on peut dire ça comme ça, bien connue de l'écosystème, qui effectivement profite finalement de la notoriété de Bitcoin, de la popularité de Bitcoin pour faire du business et vendre des livres. Donc cette jeune journaliste, Nastasia Adjadji, effectivement, contribue malheureusement à alimenter encore une fois les idées reçues sur Bitcoin, même si évidemment elle n'est pas la seule. Donc là, j'ai pris un extrait d'une interview qu'elle a fait sur Mediapart, mais de manière générale, les médias traditionnels ont tendance quand même à parler de manière négative du Bitcoin, et notamment sur l'angle donc de la spéculation et de l'évolution du prix. Et c'est ce que notamment un journaliste d'un média que je ne connaissais pas avant de faire les recherches sur cette présentation, qui est un média universitaire. D'ailleurs, j'en ai parlé à Nathalie hier, qui est un média universitaire qui est censé apporter de l'expertise, comment il dit ça, de l'expertise universitaire, l'exigence journalistique. Donc ce fameux monsieur Éric Pichet, voici ce qu'il écrivait en novembre 2017. Donc, Bitcoin est une bulle. Vous l'avez déjà probablement aussi entendu ailleurs que sur ce média. Et effectivement, pour lui, en novembre 2017, et là je vous lis sa dernière phrase, il ne reste donc qu'une seule chose à faire, s'asseoir au bord de la rivière pour voir passer un jour futur le cadavre du Bitcoin. Voilà, donc ce monsieur évidemment a des dons de prémonition extraordinaires, vu que évidemment nous sommes en mars 2025. Et qu'est-ce que ce monsieur nous dit en mars 2025? Qu'évidemment, Bitcoin a atteint son pic le 20 janvier, autour de 110 000 $. Et là, je trouve qu'il a encore innové, ce cher monsieur, parce que là, il nous dit quoi? Parce que donc, évidemment, je ne vous ai pas repris l'article dans son intégralité. Mais lui, en fait, là où il se réjouit, c'est sur donc, le leg du Bitcoin, sur l'euro numérique. Donc ça, on en a rapidement parlé tout à l'heure avec Ronald. C'est évidemment un poison total pour les citoyens. Et donc lui, il se réjouit évidemment de l'avènement, enfin de la mort pardon, du Bitcoin par rapport à du coup l'avènement de l'euro numérique. Donc voilà, c'était encore une illustration finalement de cette bien-pensance journalistique ou expertise universitaire. Et encore ce matin, sur LinkedIn, lorsque j'arrivais donc à la conférence, j'ai vu que Le Revenu titrait encore sur Bitcoin. Est-ce que c'est une bulle qui ressemble à celle de la tulipe? Alors, est-ce que dans la salle, vous avez déjà entendu parler de cette histoire de bulle de tulipe? Est-ce que vous pouvez lever la main? Donc, je dirais un quart, voire 20% de l'audience. Et avant de rentrer en détail dans ce qu'était la bulle de la tulipe, j'aimerais revenir à la base de c'est quoi une bulle? Bon, j'imagine que vous avez tous entendu ce que c'était qu'une bulle, mais là, en fait, j'ai illustré
la bulle. C'est évidemment un graphique qui se trouve très facilement sur Internet. Donc, comme vous pouvez le voir, et c'est facile finalement à résumer, c'est tout simplement une augmentation verticale du prix, et quelques temps plus tard, pour différentes raisons, une diminution de ce prix de manière tout aussi violente. Donc, je vous donne la définition officielle du Larousse, ce qui reprend à peu près ce que je viens de dire. Et là, effectivement, on va commencer à rentrer sur les exemples de bulles. Donc, effectivement, dans ma présentation, il y aura beaucoup de graphiques, mais je vais essayer de vous le présenter de la manière la plus simple possible. Donc là, vous voyez, c'est le point 0 qui est ici. C'est début décembre 2017, où Bitcoin était à 20 000 $. Donc, l'idée, c'était de comparer finalement l'évolution de ce prix par rapport aux autres bulles qui se sont passées dans l'histoire de la finance. Et vous voyez notamment la bulle de la tulipe. Et quand vous voyez l'évolution de la courbe, vous voyez que Bitcoin a progressé encore plus en prix que l'évolution du prix de la tulipe à l'époque. Et vous voyez en violet l'évolution du crack de 1929 qui a été extrêmement violent. Et vous voyez que proportionnellement, c'est quand même des évolutions qui sont beaucoup plus faibles. Donc quand on voit ce graphe, clairement, on rentre dans la définition de ce qu'est une bulle, avec une augmentation verticale du prix et une descente tout aussi vertigineuse. Donc là, on avance un peu dans le temps, et vous voyez que Bitcoin, en avril 2021, effectivement, a encore plus monté, à 65 000 $. Donc là, on peut définitivement dire que Bitcoin est une bulle. Lorsqu'on voit finalement ce premier pic de 2017, puis celui de 2021, on est bien sur une bulle. Et donc, je reprends un peu plus de hauteur par rapport à l'évolution du prix de ces dernières années. Et là, vous voyez, c'est un graphique qui va retracer le prix du Bitcoin. Donc, j'ai repris les deux points dont je viens de parler. Donc, novembre 2017, on est à un Bitcoin à 20 000 $. Avril 2021, un Bitcoin à 65 000 $. Et ensuite, vous voyez l'évolution du prix avec un point bas en décembre 2022 autour des 16 000 $. Et effectivement, le fameux point haut dont parlait notre cher économiste à 110 000 $. Donc oui, ce monsieur a raison. Alors, je n'ai pas remis les chiffres à jour parce que Bitcoin a augmenté depuis, je crois. Mais effectivement, ce monsieur a raison, en fait. Mais c'est tout simplement une succession de bulles où finalement les points les plus bas sont de plus en plus hauts. Et ça, c'est très important de le comprendre. Oui, Bitcoin est une bulle, Bitcoin est volatile, mais c'est une succession de bulles. Et là, quand évidemment on voit dans les médias, à chaque pic et à chaque point haut du Bitcoin, vous voyez que tout le monde disait que c'était une bulle qui allait éclater, qui allait arriver à zéro. Mais à chaque fois, en fait, ces successions de bulles en fait, trouvent des points bas de plus en plus hauts. Et ça, c'est très important. Donc là, on arrive. Donc on a évidemment tapé cette barre symbolique des 100 000 $. Et effectivement, la prochaine barre symbolique, ce sera celle du million de dollars. Et donc, monsieur, oui, vous posez la question tout à l'heure, Bitcoin atteindra un jour 1 million de $. Je suis prêt à le parier avec vous aujourd'hui. Et vous êtes convaincus aussi. Et j'imagine, j'espère que dans la salle, vous êtes tous aussi convaincus. Donc on va assister de manière certaine à une prochaine bulle. Donc voilà, donc ça je peux vous le dire. Après, quand est-ce qu'elle va arriver, je ne sais pas. Mais il y aura une prochaine bulle du Bitcoin pour arriver à 1 million de $. Donc maintenant, ce qui est très important, et ça je pense que peu de gens en sont conscients, et j'espère que vous allez apprendre des choses, même si c'est quelque chose d'assez basique. Mais donc là, en fait, j'ai repris l'évolution du prix du Bitcoin donc depuis sa création. Et là, vous voyez donc sur l'échelle que c'est une évolution dite linéaire. Donc vous voyez, ça évolue entre 0 et 100 000 $ avec justement une impression de volatilité très forte, surtout sur les dernières années.
Et là, vous avez une autre perspective qui est l'évolution logarithmique du prix. Alors, petit sondage dans la salle, est-ce que vous connaissiez ces deux présentations différentes de l'évolution du prix? Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui connaissaient? Bon, on va dire un peu moins de la moitié. Donc pour l'autre moitié de la salle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, vous voyez en proportion l'évolution. Donc en fait, sur une échelle linéaire, vous allez augmenter, là par exemple, sur l'exemple que j'ai cité, de 10 en 10, enfin de 100 en 100, pardon, et l'échelle logarithmique va multiplier par 10, par exemple. Donc là, juste pour vous illustrer concrètement ce que ça veut dire, donc vous voyez au tout début, on avait des variations très importantes, et sur l'échelle linéaire, vous voyez que, en fait, ces variations, elles sont à peine visibles. Alors que, justement, ce qui vous paraît comme étant très volatile, et bien, finalement, sur une échelle logarithmique, et ben, on voit que le prix, quelque part, s'aplatit et est de moins en moins volatile. Donc, en tout cas, ce qui est très important pour vous, les débutants, c'est de ne pas regarder l'évolution du prix sur une échelle linéaire, mais bien de regarder l'évolution du prix sur une échelle logarithmique. Et ça, c'est très important. Donc, je ne vais pas trop répéter ce qu'a dit Ronald, parce que j'imagine qu'il en a beaucoup parlé, mais Bitcoin, c'est l'actif le plus performant de l'histoire. Donc là, peut-être qu'il n'a pas montré de graphique, et je ne sais plus, mais en tout cas, je vais vous le décrypter. Donc là, en gros, ça reprend la performance du Bitcoin annualisée sur 10 ans. Donc sur des périodes de temps de 10 ans. Donc vous voyez qu'effectivement, entre 2015 et 2025, en moyenne, donc là, c'est la dernière bar chart, que Bitcoin progresse annuellement, en moyenne, sur 10 ans, de près de 80%. C'est colossal. Et c'est là, en tout petit, les performances du Nasdaq et du S&P 500 qui sont respectivement de 15 et de 11%. Donc effectivement, de l'histoire de la finance, jamais un actif n'a progressé de manière aussi importante sur longue période. Ça, c'est très important de le dire. Donc Bitcoin n'est pas un placement de court terme, Bitcoin est un placement de très long terme, et on voit que sur plusieurs années, donc là en l'occurrence 10 ans, Bitcoin a progressé de 80%. Autre élément qui démontre ce que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle le ratio de Sharpe. Alors ça, c'est des trucs très complexes en finance, mais finalement, c'est très très simple. C'est tout simplement le ratio entre performance et risque. Pour un niveau de risque donné, quelle est ma performance? Donc ça, c'est une statistique utilisée en finance qui permet de mesurer l'efficacité d'un placement. Mais, encore une fois, vous voyez que Bitcoin est largement au-dessus là en l'occurrence des actions américaines avec le Nasdaq et le S&P, que l'or et évidemment que le dollar. Donc Bitcoin est un actif très efficace, mais c'est aussi un actif qui est très risqué, et on l'a vu tout à l'heure. Alors j'étais pas d'accord avec monsieur tout à l'heure qui disait qu'il ne faut pas confondre volatilité et risque. En fait, en finance, la mesure du risque, c'est la volatilité. Et en l'occurrence, là, c'est Bloomberg qui fait une présentation de la volatilité sur un an des principales classes d'actifs versus celle du Bitcoin. Et donc là, vous voyez, c'est évident, Bitcoin est extrêmement risqué. Là, vous le voyez aussi. Donc d'ailleurs, désolé pour les anglicismes à chaque fois, mais on essaie vraiment de vulgariser au maximum. Donc là, je vais vous parler d'un concept financier très connu qui s'appelle les drawdowns. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. Donc vous voyez que lorsqu'il y a une baisse importante, donc le drawdown, c'est quoi? C'est si vous achetez au plus haut et que vous vendez au plus bas. Finalement, c'est assez simple. Et vous voyez qu'on a des drawdowns quand même qui sont très très élevés, autour de 80%. Donc, je reviens à ma question initiale, c'est quand acheter du Bitcoin? Parce qu'effectivement, quand vous voyez ça, vous vous dites que, ok, Jonathan, t'es gentil,
Bitcoin, c'est le meilleur actif sur 10 ans, mais il y a quand même des chances que mon placement perde 80%, ce qui est considérable. Donc oui, Bitcoin est très performant, très efficace d'un point de vue financier, mais c'est quand même un actif qui est très risqué, et ça, je tiens quand même à le marteler aujourd'hui. Mais il faut relativiser ce risque, encore une fois, et là, j'ai retrouvé un graphique qui compare la volatilité du Bitcoin versus les 7 magnifiques que vous connaissez tous, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla. Ce sont des actions qui sont très connues, des sociétés très connues que vous utilisez peut-être au quotidien. Et finalement, vous n'avez pas l'impression que ce sont des actifs risqués, ou en tout cas, vous ne le ressentez pas au quotidien. Et bien en fait, pour Bitcoin, c'est pareil. C'est-à-dire que vous utilisez Bitcoin, ça fonctionne, c'est risqué, mais quand vous regardez par exemple l'action Meta, donc qui est évidemment Facebook, WhatsApp, Instagram, et ben en fait, elle a un risque sur un an qui est supérieur à celui de Bitcoin. Est-ce que vous entendez dire que Meta est une bulle? Est-ce que le journaliste que j'ai cité tout à l'heure titre que Meta est une bulle? Évidemment que non. Tout ça pour dire qu'il faut toujours vraiment prendre beaucoup de recul sur ce qu'on vous dit dans les médias. Essayez, en tout cas même vous, de trouver des informations, alors comme Surfing Bitcoin, etc. On mise beaucoup sur l'éducation, donc il faut vraiment faire attention à ce qui est dit sur la bien-pensance des médias traditionnels et effectivement avoir un peu plus de recul. Et lorsqu'on voit ça, on comprend que souvent les médias nous manipulent. Mais ce risque, donc là pareil, encore un autre graphe. Donc là vous voyez l'évolution en jaune du prix du Bitcoin sur une échelle logarithmique, si vous avez bien suivi mon propos. Et vous voyez en bleu la volatilité, donc la mesure du risque, depuis 2010 à 2023. Donc là, c'est la courbe bleue, et vous voyez que en fait, le risque diminue linéairement depuis sa création. Donc ça, c'est très très intéressant. Et en fait, c'est très simple à comprendre, c'est que l'adoption du Bitcoin va réduire sa volatilité, et donc dans le temps, va réduire son risque. Et oui, chers amis, alors je ne sais pas combien vous êtes dans la salle, peut-être, allez, je dirais 150 ou 200, je ne sais pas. Nous sommes encore au début. Et quand on vous dit que Bitcoin a 100 000 $, c'est encore les soldes. Donc quand je pense, encore une fois, à ce journaliste qui dit qu'on a touché le pic du prix du Bitcoin à 110 000 $, je rigole très très fort intérieurement parce que nous sommes encore au début de l'adoption. Et encore une fois, on a ce potentiel d'1 million de dollars qui va arriver. Tout simplement pourquoi? Parce que là, vous avez l'évolution en comparaison de l'adoption d'Internet versus l'adoption du Bitcoin. Et vous voyez que Bitcoin a même de l'avance sur l'adoption d'Internet à l'époque. Sachant qu'aujourd'hui, on a 6,8% de la population qui détient des cryptos en 2024. Donc c'est considérable et très probablement que ce pourcentage ne va faire qu'augmenter dans les prochaines années. Peut-être pour atteindre le taux d'adoption d'Internet, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va tendre vers le taux d'adoption d'Internet et donc, très probablement, le prix va augmenter et la volatilité et le risque va diminuer. Et oui, messieurs, dames, pourquoi le prix du Bitcoin va augmenter? Parce que Bitcoin a une utilité. Alors, probablement que ça a déjà été dit ce matin, donc je ne vais pas me répéter, mais pour moi, les deux principales utilités du Bitcoin, c'est évidemment d'être une révolution monétaire, donc c'est un système monétaire et un moyen de paiement en même temps. Donc ça, c'est vraiment les éléments que je répète systématiquement. Et le fait d'être à la fois un système monétaire et un moyen de paiement en même temps fait qu'il a le potentiel, un petit peu comme l'était l'or avant la fin des accords de Bretton Woods, de devenir un étalon monétaire mondial. Et donc, monsieur, je reprends votre question de tout à l'heure. Donc oui, Bitcoin
a le potentiel de toucher 1 million de dollars, tout simplement en essayant d'aller toucher finalement ce potentiel d'être le futur étalon monétaire mondial, comme l'était l'or avant la fin des accords de Bretton Woods. Donc, ce qui nous fait, juste pour vous donner en termes de chiffres, aujourd'hui, la capitalisation est plus ou moins de 1,7 trillion de dollars. Et la capitalisation de l'or est autour de 20 ou 21 trillions, parce qu'évidemment, ça a pas mal augmenté ces derniers temps. Donc, on a un potentiel d'appréciation de x12, donc de 1200%, si évidemment, et ça, c'est très important de le rappeler, si Bitcoin arrive à atteindre son potentiel d'être étalon monétaire mondial. Évidemment que si vous ne croyez pas à ce potentiel, n'investissez jamais dans Bitcoin. Mais en tout cas, la conviction que j'ai et que probablement d'autres ont dans cette salle, ou en tout cas tous les Bitcoiners, pensent sincèrement que Bitcoin revêt cette potentialité et donc d'aller chercher un jour ce 1 million de dollars. Et donc oui, Bitcoin est une bulle. Bitcoin est une succession de bulles. Maintenant, quand est-ce que la prochaine bulle va arriver? Je n'en sais strictement rien. Probablement que personne d'entre vous ne le sait également. Mais si vous avez cette conviction par rapport à son utilité, ce montant de millions de dollars va arriver dans 5, 10, 20 ans, je n'en sais rien. Alors après, je reviens sur les prédictions de Ronald, en tout cas de ce que Ronald disait tout à l'heure. C'est très difficile, et donc moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces prévisions à court terme de 200, 250 000, 500 millions avant la fin de l'année, 500 000 avant la fin de l'année, pardon. Honnêtement, ça, moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, parce qu'en fait personne ne le sait. C'est juste évidemment pour écrire des papiers et se sentir intelligent, d'avoir une théorie qui permet de justifier qu'avant la fin de l'année, Bitcoin va toucher 250 000 dollars, mais en fait, personne ne le sait. Voilà, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais alors, Jonathan, t'es gentil, tu nous dis tout ça, mais tu réponds pas à la question de base, qui était de savoir quel était le bon moment pour acheter du Bitcoin. Et là, j'aime beaucoup ce mème, que vous connaissez peut-être probablement, c'est que les gens se posent d'abord la question de quand acheter, quand vendre, mais personne ne se pose la question de c'est quoi le Bitcoin et comment ça marche. Et encore une fois, désolé, je vais me répéter, mais c'est un petit peu l'ADN et l'objectif de Surfing Bitcoin, c'est d'éduquer, d'abord comprendre, c'est très important, et c'était notamment l'objectif de la matinée avec Nathalie et Michel, pour comprendre quelles étaient les inefficiences du système monétaire, quelles étaient les inefficiences du système bancaire, pour comprendre comment Bitcoin finalement a vu le jour. Et c'est d'abord ces questions-là que vous devez vous poser avant de vous poser la question de quand acheter, quand vendre. Encore une fois, ce n'est que ma conviction, mais j'espère que vous allez la partager. Donc oui, le prix du Bitcoin exacerbe les émotions. Donc là, en fait, sur la partie gauche, donc vous voyez, c'est un site internet qui recense le nombre de fois, alors c'est un site américain, qui recense le nombre de fois où Bitcoin est mort, d'après les journalistes. Donc là, Bitcoin est mort 430 fois. Pas mal, hein, quand même. Hein. 430 fois. Donc là, on voit vraiment que Bitcoin, encore une fois, suscite énormément les émotions. Et là, pareil, j'ai repris des miniatures YouTube. Alors, j'en ai pris au hasard, hein, mais bon, ça, je vous invite à aller voir sur YouTube, sur les miniatures de vos influenceurs préférés. On a toujours, évidemment, ce sentiment, soit que Bitcoin est mort, soit que Bitcoin va aller sur la Lune. Donc ça illustre une fois de plus ce côté émotionnel lorsqu'on parle du prix du Bitcoin. Et là, je vais revenir un peu sur les bases de la finance comportementale. Alors je sais que Ronald en a parlé tout à l'heure, donc je vais pas m'étaler non plus trop là-dessus. Mais là, en fait, Daniel Kahneman, qui est un célèbre économiste qui a gagné le prix Nobel d'économie, parlait justement de la psychologie de l'investisseur par rapport à ses émotions. Et probablement, alors que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes tous passés par là.
d'avoir des excès de confiance, d'avoir des biais d'ancrage, d'avoir un effet moutonnier. Toutes ces émotions, que vous le vouliez ou non, vous êtes obligé d'y être passé. Et c'est un peu le problème de de tous les investisseurs de manière générale, c'est souvent de laisser place à leurs émotions et pas d'écouter la rationalité lorsqu'ils vont prendre des décisions d'investissement. Donc les émotions, c'est effectivement sont les pires ennemis de l'investisseur. Il n'y a pas de bon moment pour investir. Personne ne connaît le timing, personne ne connaît l'évolution du prix à court terme. Et c'est d'ailleurs ce que je dis à chaque fois, parce que systématiquement, lorsque je passe sur BFM Crypto, pour ceux qui me suivent, on me pose la question, et le ou la journaliste me pose la question, alors Bitcoin à 90 000 $, qu'est-ce que vous en pensez? Et bon, systématiquement, je réponds la même chose. Nous, en fait, les évolutions du prix à court terme, on s'en fout. L'idée, c'est de parler d'utilité, de comprendre quels sont les problèmes que Bitcoin essaie de résoudre. Donc l'évolution du prix à court terme, honnêtement, moi, je m'en fiche. J'ai cette conviction que Bitcoin deviendra un étalon monétaire mondial voilà, un jour, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un horizon de placement long terme. Donc, ce que nous, on dit long terme, c'est un minimum de 4 ans, donc un cycle de halving. Même si, et ça, je préfère aussi anticiper la question, quel est l'impact du halving sur le prix? Alors oui, je pense que par le passé, il y avait un impact sur l'évolution du prix. Personnellement, je pense que cet impact est de plus en plus mesuré, de sorte que, évidemment, la réduction est de plus en plus faible proportionnellement et que cet impact ne sera pas important pour les prochains halvings. Même si j'aime bien quand même cet ancrage de 4 ans, et c'est ce que je vous recommande aujourd'hui, si jamais vous n'êtes pas encore investisseur en Bitcoin, c'est de conserver les Bitcoins avec un horizon de 4 ans. Et donc quand acheter? Eh ben, en fait, c'est très simple, les amis. Il faut acheter progressivement avec la même somme d'argent pour s'exposer à long terme sur Bitcoin. Et ce que je vous dis, c'est même pas moi qui l'ai dit, c'est Alfiné. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Alfiné, c'est un des contributeurs à Bitcoin. Il est considéré potentiellement comme étant Satoshi Nakamoto, même si, bon, après, on ne va pas rentrer dans le débat de l'identité de Satoshi, mais en tout cas, il fait partie des personnes qui potentiellement sont à l'origine de Bitcoin. Et lui-même disait, donc le 5 juin 2011, voilà, qu'il fallait s'intéresser au dollar cost averaging, donc qui est tout simplement moyenner son achat à intervalles réguliers. Donc c'est quoi le DCA? C'est tout simplement, encore une fois, un achat régulier. Donc là, vous avez plusieurs semaines pour s'exposer à long terme du Bitcoin. Donc il n'y a pas besoin de timer le marché. Encore une fois, de mon point de vue, alors peut-être qu'au moment des questions, vous allez avoir un avis différent, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est impossible de timer la volatilité. Le DCA va vous permettre de lisser les effets de la volatilité. C'est une discipline d'épargne et c'est évidemment une construction d'épargne à long terme. Comme l'a probablement dit Ronald avant moi, sur la gestion de patrimoine et la diversification, Bitcoin est aujourd'hui inéluctable. On reparle aussi de Larry Fink, donc le CEO de BlackRock, qui évidemment en 2017 disait que Bitcoin était l'indice du blanchiment d'argent. Puis lorsqu'il a annoncé le lancement des ETF, disait que qu'il fallait investir au moins 2% de son capital en Bitcoin. Et plus récemment, il a même augmenté ce chiffre à 5%. Et encore plus récemment, il a annoncé que Bitcoin avait le potentiel de devenir la nouvelle réserve monétaire mondiale à la place du dollar. Donc là, on parle quand même de Larry Fink, président de BlackRock, la plus grande société de gestion du monde, qui conseille ça à ses clients. Donc on a effectivement de bonnes raisons de croire que si ce gestionnaire d'actifs y croit, qu'on peut en tout cas y croire également. Donc, quelle stratégie d'achat choisir? Donc là, je vais revenir sur les bases. Donc là, le DCA, je viens de le dire. Donc c'est pour ça que j'aime bien illustrer le DCA avec cette petite manette
très simple pour enfants. Et à côté, effectivement, vous avez probablement des influenceurs ou des gens qui vont vous conseiller de faire du trading. Parce que le trading, c'est génial et vous allez pouvoir être millionnaire en crypto et avoir le fantasme des 1000%, acheter la Lambo. Voilà, donc ça c'est évidemment le message souvent qu'on entend sur les réseaux sociaux. Et globalement, le problème du trading, c'est que vous allez prendre souvent de mauvaises décisions, parce que c'est impossible de timer le marché, comme je viens de vous le dire. C'est souvent dépendant de vos émotions. Et vous avez besoin d'une réactivité maximale. Mais vous pouvez acheter ma formation à 5 000 € si vous voulez. Et je vais vous apprendre comment trading de manière efficace. En tout cas, je compare le trading à cette super manette de PlayStation où c'est extrêmement sophistiqué. Et clairement, je vous laisse le choix. Mais personnellement, j'ai choisi le DCA. Et finalement, la dernière stratégie, parce que finalement, quand on réfléchit, on se dit, OK, Jonathan, il nous dit que Bitcoin va atteindre 1 million de dollars. Bon, il ne sait pas quand, mais ça y est, moi j'ai 300 000 € qui traînent sur mon compte. Pourquoi pas faire un all-in, quelque part? Le problème du all-in, c'est qu'effectivement, vous êtes donc c'est ultra risqué, parce que c'est évidemment sensible à la volatilité. Je vous rappelle qu'on a des drawdowns de 80% sur Bitcoin. Donc si vous investissez 300 000 € d'un coup et que potentiellement vous perdez 80%, je pense que vous allez très très mal dormir et vous allez avoir quelques maux de ventre. Donc effectivement, c'est potentiellement un rendement plus élevé, mais vous prenez beaucoup plus de risques. Donc c'est pour ça que j'ai illustré cette stratégie d'achat avec ce mème aussi bien connu. Personnellement, je vous le déconseille aussi. Donc là, on va essayer de simuler, et c'est là que je vais vous faire intervenir. Donc j'ai investi 200 € chaque mois pendant 4 ans, à partir d'avril 2021, sachant que le prix du Bitcoin était d'environ 65 000 €. Et là, les amis, il y a un petit cadeau à gagner. Donc je voulais que cette présentation soit un peu interactive. Donc je ne sais pas qui va oser sans faire des calculs ou sans aller voir les simulateurs. Mais selon vous, en pourcentage, je ne sais pas qui veut prendre la parole, qui a le chiffre... Alors, pardon, je ne sais pas qui parle. 130. Alors, 130, madame. Combien? 50%? 150? En pourcentage, monsieur. En pourcentage de plus-value. 20%. Monsieur là-bas? 20%? 80? 400. Vous voyez, c'est compliqué, hein? Monsieur? 230? Eh ben, allez, un dernier? 170. Eh bien, écoutez, les amis, en tout cas, si vous aviez mis... Ah oui, voilà, c'était important, je reviens sur ce fameux all-in dont je parlais. Si vous aviez mis 10 000 € en all-in en avril 2021, donc effectivement, déjà, vous auriez fait caca sur vous, là. Voilà. Et derrière, vous n'auriez gagné que 30%. Voilà. Et donc, réponse à la question. Et on est sur une plus-value de 121%. Donc je crois que madame, la première, a été la plus proche, parce qu'elle a dit 130% spontanément. Félicitations, madame. Et voilà, c'est parce qu'elle est cliente. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc elle a à peu près du coup les ordres de grandeur. Ça peut être pour ça. Bravo en tout cas. Donc vous voyez, en tout cas, ce que je voulais illustrer là-dessus, c'était encore une fois de comparer des stratégies d'achat. Donc volontairement, j'ai pris une caricature, donc c'est-à-dire un all-in au plus haut en 2021, avec évidemment des montagnes russes où ça touche les 15K, pour aller toucher les 110, et finalement une plus-value quand même relativement faible de 30%, alors que si vous aviez fait un DCA en avril 2021, avec 200 € par mois pendant 4 ans, bah vous auriez investi environ 10 000 €, donc 121% de plus-value, et donc une valeur totale de portefeuille de presque 22 000 €. Donc vous voyez, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de détracteurs qui vont vous dire le DCA, n'y croyez pas, etc. Là, encore une fois, j'ai pris des exemples qui vous prouvent que le DCA est, selon moi, la meilleure stratégie pour investir de manière passive,
sans se prendre la tête. Set up and forget. Donc ça, c'est issu d'un simulateur qu'on fait chez Stackinsat. Hein, donc vous pouvez aller voir sur le site de Stackinsat et vous amuser à jouer avec ce simulateur. Et vous allez voir que en fait, vous serez content parce qu'il y a beaucoup de gains sur du long terme. Alors maintenant qu'on a dit ça, donc ok Jonathan, on sait quand acheter. Mais la question qui revient souvent là maintenant auprès de mes clients, c'est quand vendre. Parce que nous, juste pour vous refaire un peu d'histoire de la boîte, donc on a créé la société avec mon associé Joss début 2020. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a créé la société le 3 janvier 2020. Si vous avez suivi normalement ce qui s'est passé ce jour-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 3 janvier? Tiens, on va voir si vous avez suivi. Qui peut me répondre? Non, non, non. Le 3 janvier, alors pas 3 janvier 2020, pardon. Le 3 janvier, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Bitcoin? Alors, c'est pas le livre blanc, c'est tout simplement le premier Bitcoin miné, qui a été le 3 janvier 2009. Et il se trouve que par un hasard absolu, on a créé la boîte, enfin là, je vous invite à aller voir, la boîte a été immatriculée le 3 janvier 2020, donc voilà, c'est un petit clin d'œil. C'est marrant. En tout cas, depuis cette date, donc nous, nos premiers clients, on les a eus le 1er octobre 2020, jour où on a lancé notre activité. Donc comme vous l'avez compris, vu que moi, je ne voulais pas pousser mes clients à faire du trading, je souhaitais plutôt véhiculer le message d'investissement à long terme, investissement, voilà, bon père de famille. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais proposé la vente à nos clients pour leur éviter de succomber à leurs émotions. Parce que mine de rien, je vous rappelle, alors pour ceux qui étaient là, pour les quelques intermédiaires qui étaient là, en 2022, fin 2022, si on suivait ces émotions, on aurait vendu comme des dingues. Sauf que vous auriez vendu au plus bas, donc ça aurait été une des pires décisions à faire. C'est pour ça qu'on ne voulait pas proposer cette conversion Bitcoin-euro pour éviter que les gens rentrent dans ce sentiment de FOMO et de panique et d'utiliser leurs émotions pour investir. Donc voilà, donc quand vendre, chiant, on ne sait pas trop quand vendre et souvent on me pose la question, est-ce que je le fais maintenant, plus tard, je ne sais pas. On en revient sur cette histoire de je vais attendre que le prix atteigne des sommets pour le voir, mais en fait vu que vous ne savez pas quel est le prix du Bitcoin, c'est très compliqué de savoir quand vendre. Donc, il faut anticiper et se tenir à un plan, les amis. Donc, la stratégie de vente va dépendre de vos objectifs personnels. Donc, moi, en fait, j'ai listé plusieurs objectifs, mais en fait, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Le problème, c'est qu'il faut s'y tenir. Parce que beaucoup de gens ne tiennent pas leurs engagements. Voilà, ça, probablement, vous le savez déjà dans la vie. Et aussi, ça marche aussi dans l'investissement. Donc, vous avez plusieurs, donc là, j'en ai listé quelques-uns. Donc soit effectivement vous donnez un objectif précis. Donc là, si vous achetez aujourd'hui, donc je crois qu'on est à 90 000 $, vous vous dites ok, je vends quand c'est à 180. Mais il faut vous y tenir avec toujours cet objectif d'horizon à long terme. Vous voulez financer votre retraite, vous voulez financer l'étude de vos enfants, financer un projet immobilier. Enfin bref, vous avez compris. L'idée c'est de définir un objectif précis et non pas de succomber à vos émotions pour vendre au meilleur moment. Donc c'est une stratégie qui vous permet à activer donc, sans stress. Donc, encore une fois, ce que je disais à l'instant, un horizon de 3-4 ans au minimum. Vous pouvez faire une stratégie de vente totale ou finalement de DCA inversé. Ce que j'appelle, donc en assurance vie, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle un rachat partiel programmé. Donc vous pouvez tout simplement vendre une partie de votre capital parce que, encore une fois, l'un de vos objectifs a été atteint. Et donc, vous pouvez vendre par palier. Donc voilà, donc très rapidement, je vais faire évidemment un peu d'auto-promo, parce que vous avez compris quel est le meilleur moment pour investir. Il n'y en a pas. Le meilleur moment, c'est tout le temps. Donc, le plan épargne Bitcoin de Stackinsat, c'est un DCA automatisé pour les particuliers et pour les entreprises. Donc nous, en fait, on a deux spécificités. Ce que moi, j'appelle l'achat-livraison. Je ne vais pas rentrer trop en détail, mais c'est ce qui vous permet d'être livré directement sur votre propre wallet et conserver la souveraineté, très important. Mais on a aussi ce que j'appelle de l'achat-conservation, où vous nous déléguez la conservation, mais on a une innovation quand même par rapport à tous nos concurrents. C'est
ce que j'appelle la preuve de transparence. Donc, contrairement à d'autres plateformes où, en gros, vous ne savez pas ce qu'ils font de vos bitcoins, et petit clin d'œil à FTX, où évidemment, si vous aviez laissé vos bitcoins sur FTX, bah, vous seriez encore en train de pleurer aujourd'hui, parce qu'évidemment, SBF était en train d'acheter des yachts et des baraques aux Bahamas. Voilà. Donc nous, pour éviter de faire ça, même si peut-être que ça aurait été sympa, on a inventé ce qu'on appelle la preuve de transparence. Donc nous, lorsque vous conservez les bitcoins sur StackInsat, vous avez une adresse publique Bitcoin qui vous permet d'identifier que tous les bitcoins que vous avez achetés chez nous sont bien conservés sur la blockchain Bitcoin. Donc le seul problème de ça, c'est qu'évidemment, vous n'avez pas la souveraineté totale de vos fonds, parce que et StackInsat et vous avez le pouvoir de déplacer cet argent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les bitcoins que vous avez achetés chez nous sont bien logés sur la blockchain Bitcoin, et vous en avez la preuve irréfutable avec la blockchain Bitcoin, et non pas tout simplement avec une interface avec des chiffres. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réserve fractionnaire dans le système traditionnel. Alors, je ne sais pas si tu en as parlé, Nathalie, mais globalement, le système traditionnel des banques, qu'est-ce qu'ils font? C'est que vous mettez 1 000 € à la banque, et ben en fait, ils utilisent peut-être 800 € pour faire autre chose. Et c'est ce que font probablement toutes les autres plateformes de crypto, les Binance, Kraken, crypto.com, tout ce que vous voulez. Et eux, lorsque vous laissez vos bitcoins sur cette plateforme, ils l'utilisent pour faire autre chose. Voilà. Donc je vous invite à leur demander s'ils ont une preuve de transparence et voir s'ils peuvent vous assurer que les bitcoins que vous avez chez eux sont bien disponibles. Donc eux, en général, ils font ce qu'on appelle des preuves de réserve. Donc c'est un audit, par exemple, annuel, fait par un cabinet d'expertise comptable qui va dire « Ok, je certifie qu'au 31/12/2024, il y avait bien X bitcoin, mais dès le 2 janvier, finalement, vous ne savez pas si c'est toujours vrai. » Voilà, donc ça c'est une réponse pour moi qui est un petit peu hasardeuse. L'idée, ce serait de prouver en temps réel que les bitcoins que vous avez achetés sont bien sur la blockchain Bitcoin, sur un wallet qui vous appartient et dont le contrôle est aussi partagé avec StackInsat. Tout ça pour dire que StackInsat, c'est du DCA automatique livré sur votre portefeuille ou sur du coup, un coffre-fort avec preuve de transparence. Donc c'est très simple, pas cher, et ça vous permet d'avoir une diversification optimale du portefeuille. Et l'idée, c'est évidemment que vous puissiez profiter de votre vie. Donc c'est pour ça qu'on parle de set up and forget, c'est-à-dire que vous mettez en place votre plan épargne et vous oubliez, et on se reparle dans 4 ans. Alors évidemment, je caricature un peu parce qu'on a évidemment un service client irréprochable et vous pouvez les contacter quand vous voulez. Mais globalement, vous avez compris l'idée, c'est de ne pas être sensible à vos émotions et finalement de faire n'importe quoi en fonction de l'évolution du prix à court terme. Je ne vais pas rentrer dans le business model parce que je vois que je suis moi-même déjà en retard et j'aimerais qu'on puisse passer aux questions si vous en avez. Et en conclusion, et ça c'est très important, alors probablement que vous l'avez vu, mais je tiens à le répéter, et c'est toujours dans cette logique de démocratisation et d'éducation. Donc vous avez payé tous 20 € votre billet d'entrée à Surfing Bitcoin, et si vous avez été convaincu par cette journée et par les intervenants de haut niveau qu'on a réunis pour vous expliquer Bitcoin, et on vous rembourse l'équivalent de vos 20 € en Bitcoin si vous devenez client de StackInsat. On vous laisse à peu près 2 semaines pour prendre votre décision. Donc vous utilisez le code sur le champ du site web où il y aura marqué code promo. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Comment est-ce que vous interprétez le pas en arrière du Salvador sur Bitcoin et le fait que ce soit plus maintenant une monnaie obligatoire mais facultative? Alors très bonne question. Alors pour ceux qui ne savent pas, donc le Salvador a été le premier pays à déclarer Bitcoin monnaie légale donc en 2021. Et d'ailleurs, c'est un de mes meilleurs souvenirs de toute ma vie parce qu'avec une équipe de Bitcoiners, on est partis, on était une vingtaine. Et en novembre 2021, nous sommes allés au Salvador et pour nous, c'était un peu Disneyland. Parce que quand on arrivait là-bas, on pouvait tout payer en Bitcoin, enfin en Lightning,
pour ceux qui ont suivi la conférence de Bastien. Donc effectivement, c'était un souvenir incroyable. Après, il y avait une soirée où on a été invité par le président Bukele, un truc énorme. D'ailleurs, j'ai la vidéo sur la chaîne YouTube de Surfing Bitcoin si vous voulez aller voir. Et donc, je remettais votre question dans le contexte, monsieur. Et récemment, alors je ne sais plus quand exactement, mais il y a peut-être 6 mois ou 4 mois, je ne sais plus, effectivement, le Salvador est revenu sur cette décision de laisser Bitcoin monnaie légale. Donc là, en fait, sans suspense, il y a un truc dans la vie qui s'appelle les conflits d'intérêts. Malheureusement, c'est souvent le cas dans tout, que ce soit en business, que ce soit dans le perso, que ce soit partout. Les conflits d'intérêts sont partout. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe avec le Salvador? C'est que, évidemment, c'est un pays qui a besoin de financement. Et quelque part, ils sont dépendants des financements du FMI. Et alors, je ne suis pas dans les petits papiers, je ne connais pas exactement quels ont été justement les tenants aboutissants de cette négociation. Mais il y a eu une négociation entre le Salvador et le FMI pour, je crois, un prêt d'1 milliard. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est ça. Et forcément, dans une négo, il faut bien lâcher des trucs. Et le FMI, c'était une condition donc sine qua non pour leur accorder ce prêt d'1 milliard. Et il fallait qu'ils abandonnent ce statut de monnaie légale. Mais quelque part, c'est plus symbolique qu'autre chose, parce qu'évidemment, après, si vous avez suivi, si vous me posez cette question, le président Bukele, je crois que le lendemain, a racheté genre un parpaing de Bitcoin pour leur mettre, évidemment, un petit clin d'œil, j'allais dire un autre gros mot, mais pour faire un petit clin d'œil, il leur a envoyé un gros parpaing d'achat de Bitcoin. Et l'autre élément pour nuancer aussi cet abandon, c'est que finalement, Bitcoin reste détaxé. C'est-à-dire que vous ne payez aucune taxe, contrairement en France, et ça on en parlera avec Alexandre Louremi, fiscaliste chez Orwell dans quelques minutes, le fait que l'imposition n'existe pas, quelque part ça revient à peu près au même. Vous payez, mais en fait il n'y a pas de taxation. Donc c'est finalement assez ISO. Et en même temps, Bukele, il a pris un milliard, il est content, il a racheté, alors je ne sais plus combien, mais je crois que c'était le lendemain, il a racheté pour 1 million, je crois, ou 2 millions de dollars. Donc voilà pour nuancer un peu cette décision de l'abandon de la monnaie légale. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être. Oui. Monsieur, devant. Ouais. Alors, voilà, juste pour repréciser. Alors, c'est vrai que du coup, peut-être que Alex, parce que je crois que tu vas en parler tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, rapidement. J'ai pas le détail, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une annonce publique comme quoi ce n'était plus une monnaie légale, mais c'est effectivement peut-être pour la collecte des impôts, la TVA, etc. Et il n'y a plus l'obligation, parce qu'en fait, aussi, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas un expert monétaire, mais lorsque c'est monnaie légale, c'est-à-dire que lorsque vous avez un business, vous êtes obligé d'accepter le paiement. C'est-à-dire que si ce n'est plus monnaie légale, moi je suis commerçant, je vends des chocolatines, si je ne veux pas accepter le Bitcoin, je ne vous vendrai pas la chocolatine. Alors que si c'est monnaie légale, vous êtes obligé d'accepter le moyen de paiement pour acheter votre chocolatine. Voilà. Mais merci de cette précision, et je n'ai pas le détail des contextes. Mais monsieur là-bas, pardon. Merci Jonathan pour cette presse. J'ai une question un peu délicate. À un moment donné, tu as mis en avant un slide où il y avait le Bitcoin Adoption Curve. On avait la courbe en S. Et il y a un débat au sein des Bitcoiners entre est-ce que l'évolution du prix de BTC va suivre l'échelle logarithmique, ou est-ce qu'il va y avoir ce fameux suddenly moment, le fameux moment soudain, où d'un coup ça va partir très très fort? Selon toi, quel est le plus probable? Même si c'est très difficile, c'est très personnel, très subjectif. Tu sais déjà ce que je vais répondre, c'est que je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas. J'ai des convictions, et moi ma conviction, c'est que l'utilité du Bitcoin est déjà démontrée. D'ailleurs, petite parenthèse sur les autres cryptos, où pour moi l'utilité est à nuancer.
Mais en tout cas, sur Bitcoin, cette utilité aujourd'hui est incontestable. Lorsqu'on voit évidemment dans les pays en voie de développement, ils utilisent énormément Bitcoin en tant que moyen de paiement. Effectivement, dans les pays occidentaux, en France ou en Europe ou aux États-Unis, de mon point de vue, la composante paiement est beaucoup moins évidente. Et d'ailleurs, personnellement, je déconseillerais de payer en Bitcoin parce que justement, autant dépenser ces euros, voilà, plutôt que de dépenser ces Bitcoins. Mais bon, ça encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une projection sur justement le futur de Bitcoin. En tout cas, de mon point de vue, lorsqu'on compare l'évolution du Bitcoin à celle d'Internet, on a plutôt tendance à croire qu'on est au début. Mais bon, après, encore une fois, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre précisément parce que je ne peux pas savoir à quel moment ça va exploser. D'accord, merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je ne vois pas. Ici, de l'autre côté, par là. Ah oui, pardon. Oui, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Oui. Mais à chaque fois qu'on parle d'investissement à long terme, on parle toujours, enfin, la plupart du temps en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, de 4 ans. Quand on veut placer, acheter des bitcoins et faire un investissement sur du plus long terme, du 10 ans, 15 ans, d'après ce que j'ai pu comprendre, si je ne veux pas dire de bêtises, il y a toujours un ATH tous les 4 ans, quoi, en gros. C'est ça. Alors, dans le passé, oui, mais les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais on va dire à peu près oui. Voilà. Alors, le truc qu'il y a, c'est que, est-ce que dans ces cas-là, on continue à investir en DCA pendant 10-15 ans? Ou est-ce que, quand il y a l'ATH, il vaut mieux vendre et puis après se replacer plus bas? Vous n'avez pas écouté ma présentation? Est-ce qu'on peut... Je vais remettre la slide. Alors, je ne sais pas si on peut remettre la slide. Il y avait sur un placement au niveau de la retraite, mais mais en gros, ce que très clair au niveau en fait du... Alors, à mon sens, encore une fois, il faut avoir des objectifs. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, monsieur? 51, bientôt. 51. Alors, donc la retraite à 65 ans. Enfin bref, pas rentrer dans ce débat-là. Admettons. Là, c'est 62. Voilà. Il y a encore quelques présidents qui vont venir. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire, c'était justement pour illustrer. Oui, c'est ça le problème. Voilà. Mais en gros, admettons... Des fois, ils nous en font 2 fois dans les 4 ans. Par rapport au raisonnement que j'ai évoqué tout à l'heure, alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord, ça c'est autre chose, mais en tout cas, au moment où vous commencez à avoir cette intention d'acheter du Bitcoin, il faut vous donner cet objectif. Admettons que vous ayez pour objectif de financer votre retraite, parce que, évidemment, vous savez très bien que vous n'aurez pas de retraite. Et donc, monsieur... Si on est dans cette logique-là, donc admettons que votre retraite soit dans 12 ans, et selon la théorie que je vous ai expliquée, le moment de vendre, ce sera le jour de votre retraite. Et ne pas se soucier de l'évolution du prix. Il faut que ce soit goal-based investing. Bon, désolé pour cet anglicisme, mais c'est investir selon des objectifs de vie. Si votre objectif de vie, c'est de financer votre retraite, vous ne vous souciez pas de l'évolution du prix, du top, du bottom, de je ne sais quoi. Vous faites votre DCA tranquillement, vous oubliez, et le jour de votre retraite, vous faites les comptes, et c'est à ce moment-là que vous vendez. C'était ça un peu le message que je voulais vous faire passer, parce que, encore une fois, on ne sait pas quel est le top. On peut pas c'est en ça que je trouvais que là, c'était, pour moi en tout cas, après, je ne sais pas, moi je trouvais que c'était pas très clair, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de... D'accord, mais alors, est-ce on parle de financement à long terme, à chaque fois c'est de 4 ans. Alors, oui, non, c'est 4 ans minimum. Si en fait, pourquoi je dis ça? Et en fait, c'est vrai que les gens, en général, ils posent cette question-là, donc ils veulent avoir un chiffre. Mais en fait, long terme, on va dire que c'est entre 4 et 20 ans, si vous voulez, en caricaturant. Et même en vrai, si je me rappelle mes cours de finance, on parlait de long terme plutôt autour de 7-8 ans. Voilà. Mais avec Bitcoin, évidemment, les choses sont un peu différentes. Donc, on parle de cycle de 4 ans, mais en tout cas, et c'est pour ça que c'est un débat, parce que là, j'entends que ça parle un peu dans la salle. Mais de mon point de vue, c'est goal-based investing. C'est d'abord investir sur des objectifs et vendre à ce moment-là, et non pas investir selon le prix qu'il y aura sur une courbe ou l'analyse technique ou je ne sais quelle méthode qui vous permettrait de définir un top, parce qu'en fait, personne ne le sait, en fait, tout simplement. C'était un peu le message que je voulais faire passer. Devant, une autre question? Ah non, putain, merde, pardon. Alors vas-y, dernière question, parce que c'est vrai que je suis super en retard, je fais n'importe quoi. Alors très court, monsieur, pardon.
Alors, ça va pas être court. Ah ouais. C'était. Eh ben, en fait, alors, vous savez quoi, monsieur? Excusez-moi, parce qu'en fait, on a prévu. C'est juste une information pour dire que, en règle générale, on dit que quand on fait du DCA pendant 4 ans sur Bitcoin, on ne perd jamais. Comme quand on investit pendant 20 ans dans la bourse, on n'a aucun risque de perdre. Voilà. Donc, mais si tu fais plus de 4 ans, tu gagnes, tu es certain de gagner. Et ma question, c'était, y a-t-il des élus? Est-ce que vous êtes en contact avec des élus? Alors, monsieur, en fait, ce que je vous propose, parce qu'en fait, c'est vrai que je n'ai pas vu le temps filer, vu que je suis une pipelette, on a normalement une session de Q&A juste après l'intervention d'Alexandre. Donc, je répondrai à cette question tout à l'heure. Donc, merci de votre patience. En tout cas, et merci de votre attention. J'espère que ça vous a convaincu.